quittons les rives du Rhin pour retourner dans le massif des Vosges. Sur les hautes chaumes, des fermiers de montagne s'efforcent de maintenir la tradition de l'élevage. Ils élèvent des vaches de race vosgienne pour produire le fameux fromage de Münster. C'est ici qu'un des fromagers les plus réputés d'Alsace vient chercher ses produits. On est sur les terres de la Vosgienne. On est dans le parc naturel des Ballons des Vosges. Nous sommes dans une alternance de forêts primaires, un petit peu, qui sont plus en contrebas, et ces fameuses chaumes où les bêtes du massif, dont les Vosgiennes principalement, vont paquer toute la période d'été. Ce que recherche Jackie Queneau, ce sont des fromages d'excellence, parmi lesquels des Münster fabriqués au lait cru de vaches de race vosgienne. C'est des produits qui sont quand même très rares, donc c'est vraiment une diffusion très locale. Nous sommes dans un territoire effectivement où des produits ne peuvent s'exprimer que parce que c'est un petit terroir. Ce sont des niches en fin de compte où la pratique pastorale a été préservée. Jackie se rend dans la vallée de Linthal, à la ferme des Pensées sauvages. C'est ici que François Baumann travaille en famille pour produire un des seuls Münster bio du massif. Ce matin, il démoule une trentaine de fromages fabriqués la veille. Pour bénéficier de l'appellation Münster fermier, il doit utiliser uniquement du lait cru entier produit dans sa propre ferme. On est encore 3 producteurs de Münster sur le village et il n'y a pas un fromage qui se ressemble. Ils ont chacun leur identité, on va dire. C'est de l'alchimie. Nous, on récolte près de nos vaches un lait dont on n'a aucune idée ce qu'il y a dedans. François cultive aussi lui-même ses propres ferments lactiques. Et pour le salage, il utilise uniquement du sel certifié bio. C'est vraiment un métier qui nous lie à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là en haut, sinon être paysan? Et être là en haut, quel bonheur aussi. On descend dans la cave tous les jours. C'est pas quelque chose, on le met en cave et on l'oublie. Il y a un vrai travail d'accompagnement. Les Münster sont affinés sur ces planches de sapin à une température constante de 11 degrés pendant au moins 21 jours. On a la caricature, le Münster que les Parisiens connaissent, qui pue, qui est très rouge. Là, on est dans la cave, il n'y a pas d'odeur agressive et pourtant, il y a 800 Münster là-dedans qui mûrissent. Mais notre fromage, on ne cherche pas à le pousser trop à la caricature parce que quand il est trop rouge, il est moins digeste. On enlève souvent la croûte et là, nous, on peut le manger avec la croûte. À la fin de chaque été, Jackie Queneau vient ici pour une dégustation des fromages de la saison. Il va goûter un Münster âgé de 3 semaines. Je le sors carrément, je prends les doigts. On est à la bonne franquette. On a un fromage qui a une très belle structure. Et il y a 2-3 trous dedans, ce qui est normal. Ça me prouve que c'est un fromage au lait cru. Donc, le fromage en proprement parler est un petit peu crayeux, ce qui est normal parce qu'il est jeune. Mais il est très délicat, très fin. Le Münster, souvent on dit, c'est un fromage qui est puissant. Il est puissant en odeur, effectivement, mais en goût, il est sous la crème, il est dans la délicatesse. À l'issue de la dégustation, le fromager va retenir le Münster de François afin de le proposer à ses clients. Pour continuer sa prospection, Jackie emprunte la fameuse route des Crêtes. La pratique, en fin de compte, agricole, permet que les vallées vosgiennes ne se referment pas. Nous avons des femmes et des hommes qui vivent de ce massif, qui continuent à entretenir, en fin de compte, la pâture et qui ont un intense respect, en fin de compte, de ce massif. C'est leur fierté. Le fromager arrive à la ferme de montagne de Florent Campello, à 1200 mètres d'altitude. Nous sommes au mois de septembre. On se prépare à vivre un temps fort de l'année. Mais pour Gertrude,
Non, ça, Erika. Dans l'étable, c'est l'effervescence. Ce matin, Florent Campello prépare son troupeau pour la transhumance. Ça, Gertrude. Aujourd'hui, c'est un jour particulier, alors nous, on va se faire propre. Et les vaches, on les fait aussi propres. Alors, c'est comme un bijou pour 2 jours dans l'année. Donc, au printemps, quand on monte, et en automne, quand on descend. Dans quelques heures, les bêtes de Florent vont rejoindre la vallée pour y passer les mois d'hiver. Ça va ou pas? Impérial, elle va flotter dans le collier là. Moi, à mon avis, c'est pas assez. Essaye, mais c'est pas assez. C'est un moment unique, quoi. On les compte, les transhumants dans une vie, parce que c'est tellement important pour nous que ça se compte. C'est pas juste comme ça, hop, on va au restaurant quelque part et c'est fini. Non, nous, on les compte, les transhumants, parce que c'est quelque chose de très important pour nous. Le tout pain, le gris, là. Non, ouais. Certaines vaches portent des toupins, de grosses cloches lisses au son grave. D'autres des clarines, qui sont traditionnellement ornées de gravures. On attribue les cloches en fonction de l'animal. Donc ça veut dire que si l'animal est plus méritant, on lui met peut-être une plus grande cloche. Si maintenant on sait qu'il y a une vache qui ne veut plus porter ou qu'il y a eu un souci avec elle, alors on met peut-être une cloche un petit peu moins belle que les autres. Mais toujours dans la beauté. Mais la taille des cloches, on l'attribue en fonction de l'animal, de ce qu'elle a donné à la saison d'été. C'est une récompense. Voilà, c'est ça. Et de toute façon, celles qui ont les grosses cloches, donc les toupins, elles savent qu'elles vont être les meneuses, elles savent que c'est des reines, quoi, aujourd'hui. Puis on a 2 où on va mettre des sapins dessus, où ça, c'est vraiment les 2 vaches qui ont marqué la saison, qui marquent le troupeau ou l'élevage. Une de nos reines. C'est les reines du troupeau, c'est elles qui vont mener le troupeau jusqu'en bas de la vallée. Aujourd'hui, la transhumance est un événement qui attire du monde, car peu d'éleveurs perpétuent cette tradition dans le massif. C'est toujours Florent qui ouvre la marche de ce grand déménagement automnal qui va durer 3 heures. C'est une fierté, mais c'est avant tout une vie, je dirais. Parce que si on n'avait pas ça, on n'arriverait pas à vivre. Il nous manquerait quelque chose à nous. Et c'est plus qu'une fierté, c'est comme un sacerdoce. On donne notre vie à notre montagne et à nos animaux. Florent Campello est l'héritier d'une génération d'éleveurs passionnés qui ont sauvé la race vosgienne dans les années 70. Elles sont contentes, elles savent qu'elles ont produit du lait plein l'été et puis qu'elles ont, en un sens, remercié l'éleveur pour ce qu'on faisait pour elles. Et puis quand elles descendent comme aujourd'hui, elles savent très bien qu'elles vont retourner vers des jours hivernaux où elles seront tranquillement installées à l'étable. Et pour nous, c'est une récompense et pour elles, c'est dire merci tout simplement avec leur façon. À mi-chemin, le troupeau doit emprunter une longue descente à travers les chaumes. Allez, Philippe, allez! Ça, Thomas, Thomas! Allez, allez, où tu vas, hein? Un passage difficile que Florent et son équipe surveillent particulièrement. Elles savent où c'est qu'elles mettent le pied, elles le savent exactement. Et avec les animaux, il n'est jamais arrivé quelque chose. Avec les hommes, plus d'une fois. On en prend plein les oreilles, d'une part. Ça, c'est une réalité. C'est très physique. Le paysage est grandiose. Et cette synergie, cette énergie qui émane du troupeau avec les gens qui le guident pour qu'ils prennent la bonne direction, c'est fantastique. Pendant toute la descente, Florent garde toujours un œil sur ses vaches. Doucement, doucement. Une après l'autre. Hop, une attend. Voilà, Betty. Voilà, allez, tomato. Nous, avec la montagne, on forme un et ces valeurs-là, nos ancêtres, bien avant nous, l'ont déjà su. Et nous, tout ce qu'on aimerait, c'est continuer dans ce sens-là parce qu'on veut surtout pas que ça se perde.
Parce que vous voyez maintenant aujourd'hui avec les gens qui sont avec nous, les amis, ceux qui aident toute l'année, c'est un moment où vous ne vivrez pas ça dans un autre élevage, à part la montagne. Et quand les vaches arrivent enfin dans la vallée, c'est Gertrude, la reine du cortège, qui conduit les bêtes dans le pré. C'est une saison qui se termine et puis une autre qui commence. Hein. Donc là, on va commencer en automne. Les vaches vont continuer maintenant. Recommencer à être à l'étable un petit peu le soir dedans. Et puis, c'est une nouvelle saison qui commence. C'est la fin d'une, mais à partir de maintenant, c'est une nouvelle qui commence. Pour faire honneur à ces vaches, Florent et ses amis ont récemment participé à la création d'un nouveau fromage, le cœur de massif. Un fromage composé à 100% de lait de Vosgienne. Nous quittons l'Alsace pour nous diriger vers la Lorraine. Située au bord de la Moselle, la ville d'Épinal abrite la dernière imagerie en activité dans le monde. La fabrique Pellerin. Après des années de silence, les murs de cette manufacture résonnent à nouveau des cliquetis d'une vieille dame. Cette machine vient de reprendre du service après 30 ans d'arrêt. Il est beau là. Voilà. Pendant plus de 200 ans, cette imprimerie a fait la réputation de la ville dans le monde entier. Car c'est ici que sont nées les fameuses images d'Épinal. Elles étaient produites en série par cet aquatype, une mécanique inventée au début du XXe siècle. Avec cette machine, en fait, on travaille exactement comme autrefois. C'est-à-dire que là, le geste de David, c'est un geste qui date de 1905. C'est une machine qui est la dernière en activité au monde, je pense. En 1900, c'était l'équivalent de la révolution digitale. Voilà, c'était une palette graphique. À l'époque, on coloriait les images à la main, donc chaque couleur, un pochoir, c'était à la main, ça prenait beaucoup de temps. Cette machine-là, elle permet de passer jusqu'à 9 couleurs sur une seule image. Donc ça permettait d'être très rapide. À l'époque, c'est une machine incroyable, magique. C'est vraiment l'esprit des planches à découper des enfants d'autrefois, quoi. Si l'aquatype c'était parfait, ce serait pas bien. En fait, le décalage, c'est marrant, carrément, ça va bouger un petit faut que peu. ça bave un petit peu, ça montre justement ce côté, voilà, c'est pas la perfection. La perfection, c'est pas forcément joyeux, quoi, c'est pas joli. C'est l'aquatype. Hein. Donc l'aquatype, on le reconnaît aussi à ça, quoi. C'est ce côté un peu bavé, quoi, voilà, un peu pas exactement dans la ligne, quoi. On n'a pas souvent la chance de réveiller une vieille dame comme ça. On en prend grand soin parce qu'elles sont des machines anciennes, mais je veux dire, elles sont relativement simples. Et ça nous permet de sortir des choses superbes avec une patine. Par exemple, ces couleurs-là, les gamins vont pouvoir jouer avec. La couleur, elle partira pas au bout de 5 ans. Voilà, la couleur sera toujours la même, très vive, très jolie. En 2014, Christine Lorimi et Pacôme Vexlar, 2 enfants du pays, ont décidé de faire revivre cette manufacture, séduits par une incroyable collection qu'ils rééditent aujourd'hui. On a des archives de 100, 150, voire 200 ans. C'est inépuisable parce qu'on a ici des centaines de milliers d'images différentes. Et c'est un trésor, c'est un fonds iconographique phénoménal en fait. Dans ces combles est conservée toute l'histoire de l'imagerie. Ici, on trouve des dessins et des planches originales qui ont fait rayonner la fabrique depuis la fin du XVIIIe siècle. De 1890 à la Première Guerre mondiale, c'est l'apogée de l'imagerie d'Épinal. Plus de 150 ouvriers travaillent dans ces ateliers et produisent jusqu'à 13 millions de planches par an. Des dessins et des jeux bon marché distribués en masse jusque dans les campagnes les plus reculées. C'est sur ces étagères que Christine et Pacôme cherchent l'inspiration pour remettre au goût du jour ce précieux patrimoine. Pour refaire la série des petits cahiers et des abécédaires. Exactement. C'est inestimable parce qu'on retrouve des couvertures d'ouvrages qui ont été édités à l'époque par l'imagerie d'Épinal, parce que l'imagerie était aussi éditeur. Et là, on a une multitude de couvertures. Alors voilà, typiquement le loup et l'agneau. Voilà, c'est un grand classique.
Ça, typiquement, sur une couverture, avec la fable à l'intérieur, des lignes d'écriture en fonction des vers, c'est des choses qui vont amuser les enfants lors du ludique. Et en plus, ils vont apprendre la fable. Au XIXe siècle, ces images éditées à la gloire de Napoléon sont un véritable succès commercial. Elles ont forgé la renommée de l'imagerie qui traduisait ces planches en une dizaine de langues. Loin d'avoir terminé l'inventaire de ce fabuleux grenier, Christine et Pacôme ont déjà dénombré plusieurs dizaines de thématiques différentes. On est venu des centaines de fois, je crois. Enfin, je sais plus quoi, en 2 ans. Et à chaque fois, on se dit, bon, là, je crois qu'à peu près, on sait où sont les choses. Et c'est un truc d'archéologue. Vous tirez un truc, et là, il apparaît un bestiaire incroyable, un jeu de Satan. Enfin, on se dit, ah mais oui, c'est vrai, c'était la période du spiritisme, et bien sûr. Donc, je sais pas, c'est comme des couches de sédimentation, en fait. On a l'impression à chaque fois de découvrir des pans d'histoire de France. Alors, une histoire de France très particulière, parce qu'en réalité, elle était racontée en actualité. Donc, vous avez l'actualité du moment, avec tout le manque de recul que ça implique. Donc on a des choses qui sont assez piquantes quand vous êtes au moment de l'affaire Dreyfus, de la séparation de l'Église et de l'État. Et là, vous avez en fait ce que pensaient les gens, le sens du courant populaire, on va dire, à l'instant T. Donc c'est une histoire de France non revisitée. En fait, c'est chaud, c'est de l'actu chaude de l'époque. Celle-ci. Ah oui, voilà, on a la série Pop Art. Ça pour faire des t-shirts, c'est très bien. Ouais, exactement. Non, mais les deux, mais carrément. Là, j'en ai une autre. Aujourd'hui, Christine et Pacôme détournent les gravures. Entre leurs mains, ces images du passé deviennent des icônes modernes. Oh là, elles sont super belles, celles-là. Ces deux-là, il y a une possibilité infinie de déclinaison. Regarde. Pour moi, c'est du tissu d'ameublement et art de la table. Après, de toute façon, on en trouvera d'autres. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais là, tu as déjà une structure pour présenter aux clients, en fait. Elles sont, moi, j'adore. Tu te rends compte, les couleurs, elles ont, je sais pas, 150 ans. Vraiment, c'est presque pop art, quoi. On a des violines, des fuchsias, des rouges vifs, des rouges sang, des choses très, très, très tranchées quand même, quoi. Y compris pour des images pieuses, parce que n'oublions pas qu'à l'époque, c'était distribué dans les campagnes par des colporteurs, et que ces images pieuses, elles étaient destinées à des agriculteurs, à des paysans, à des gens qui savaient pas forcément lire ou écrire, donc il fallait que l'image soit parlante. Elles avaient aussi une fonction, ces images religieuses, protectrices du foyer. Et donc il fallait que les gens soient heureux de les avoir, et qu'elles soient belles à regarder, très joyeuses, quoi. C'était joyeux. Moi, à chaque fois que je vois ça, je me dis, mais c'est dingue. C'est dingue. Christine et Pacôme font aussi régulièrement appel à de jeunes créateurs pour concevoir des œuvres d'art contemporaines en utilisant les techniques et les images du passé. Ce matin, David fait des essais de couleurs pour le projet d'un artiste de street art. C'est encore des fluos. Ouais, c'est et les dégradés de fluo entre fluo. Ouais, et puis t'as Chat Noir réalise ici sa deuxième collaboration. Là, tu vas voir ce que ça donne. J'ai fait un essai avec le orange. Ah oui, non, on a quelques centimètres de dégradés hyper jolis là. Ouais. L'imagerie d'Épinal, pour moi, c'est les bons points qu'avaient les anciennes générations. Donc ça sonne effectivement avant-guerre, après-guerre, etc. On parle de la vieille France un petit peu quand j'entends ce mot-là, l'imagerie d'Épinal. Mais ce qui m'a intéressé, c'était de parler un peu de la tolérance et de l'acceptation et de l'amour fraternel. Donc cet ange-là, avec son traité un peu ancien, m'a tout de suite plu. Je me suis dit, je vais pouvoir passer mon message à travers ce dessin aussi, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai mis des couleurs arc-en-ciel qui représentent l'amour universel. Nous, ce qu'on veut montrer, c'est que ces racines, ce tronc d'arbre, ce tronc très fort, il permet aujourd'hui de faire repousser de nouvelles branches avec un nouveau feuillage, avec de jeunes illustrateurs, voilà, de nouveaux produits à inventer, et on n'en est que le dépositaire pour quelque temps avec Pacôme. Cette entreprise-là, on a 220 ans, donc notre boulot à nous, c'est de faire en sorte qu'elle sorte du XXIe siècle. Et donc, qu'à un moment donné, on soit un passeur. Il y a eu des passeurs avant nous, il y aura des passeurs après nous. À quelques kilomètres d'Épinal, cet avion entame un survol au-dessus d'une rivière qui a marqué l'essor de la région, la Moselle. À bord,
Simon Edelblut s'intéresse à l'histoire des sites industriels qui bordent le cours d'eau. Le vol du géographe commence quand la rivière quitte le massif des Vosges, où elle a pris sa source. Donc voilà, on arrive dans le sillon lorrain, qui est cet axe majeur de la région Lorraine, ou plutôt de l'ancienne région Lorraine, puisque maintenant c'est la région Grand Est. Donc cet axe majeur, ou cette épine dorsale, ou cette colonne vertébrale, en fait, elle s'organise le long de la Moselle. Et c'est là que s'est concentrée l'industrialisation et que se concentre l'urbanisation de toute la Lorraine. À partir d'Épinal, le géographe va remonter la Moselle jusqu'au Luxembourg. L'avion va passer au-dessus des boucles de la rivière avant d'arriver à Metz. Il va ensuite survoler les vallées de l'Orne et de la Fensch avant de finir son vol aux abords du village de Schengen. Simon s'approche d'abord d'une ville-usine fondée au XIXe siècle, Vincey. Donc l'ancienne usine, elle est là. C'est la seule usine qui reste dans les Vosges qui avait été bâtie en briques rouges. C'est l'usine Vincey-Porcieux et c'est une usine créée par des industriels britanniques en fait. Donc ils ont copié ce qu'on faisait au Royaume-Uni avec un beffroi, des créneaux. Et cette usine, elle est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. On voit très bien les cités ouvrières à côté. Et Vincey a été un archétype de la ville-usine. Après Vincey, la rivière change de visage. Sur une quinzaine de kilomètres, elle vit au rythme des crues qui dessinent ces paysages plus sauvages. À partir de Griport, ici, qui est en face, on arrive donc sur la Moselle sauvage. La Moselle a repris ses droits, donc elle change de cours fréquemment, elle déborde, elle s'étale un petit peu comme elle veut là-dedans. Donc la faune, la flore se développent assez librement. Alors le secteur qu'on aborde là, c'est celui de la boucle de la Moselle. Se promener dans les boucles de la Moselle, là, c'est vraiment merveilleux parce qu'on a vraiment une impression d'encaissement, presque de montagne. Là, on fait un méandre très important au niveau de la ville de Livernin. C'est une ancienne ville médiévale, fortifiée, qui était sur un éperon qui domine le méandre. Elle est dans un site véritablement exceptionnel, qui a d'ailleurs été très très vite repéré par les Nancéens qui venaient y construire à la fin du 19e des demeures d'exception. C'est une région où l'espace naturel est encore extrêmement présent, et en particulier par cette immense forêt qu'on voit très bien, là, que la Moselle transperce par cette vallée encaissée, et qui est le poumon vert de l'agglomération nancéenne. Après Liverdun, l'avion survole une ville qui s'est établie sur une voie de passage stratégique entre Nancy et Metz. Alors on arrive à Pont-à-Mousson, qui est une ville qui est née en fait du franchissement de la Moselle. Il y a, comme son nom l'indique, Pont à Mousson. Et Mousson parce qu'elle était au pied, elle est toujours au pied, de la colline de Mousson. Et puis Pont-à-Mousson s'est développé de chaque côté du pont qui lui a donné son nom. D'abord sur la rive gauche de la Moselle, et puis ensuite sur la rive droite où, au XVIe siècle, on a bâti les Prémontrés, qui était l'université de Lorraine, l'abbaye des Prémontrés, qui était le siège de l'université du duché de Lorraine, qui était transférée ensuite à Nancy. En remontant le cours de la Moselle, Simon s'approche maintenant de la ville de Metz. Cette cité 2 fois millénaire est surnommée la ville-jardin, car elle est baignée par plusieurs cours d'eau. Mais c'est une ville qui joue beaucoup avec l'eau, parce qu'il y a plusieurs îles qui sont entourées par les bras de la Moselle, et c'est ce qui fait le principal charme de cette ville.
Mais c'est une ville qui est née à la confluence entre la Moselle et une petite rivière qui s'appelle la Seille et qui s'est développée donc, entre ces deux rivières au temps des Romains. Et comme c'est une ville antique, la christianisation, elle a reçu un évêché et on a construit au Moyen-Âge une superbe cathédrale en pierre de Jaumont, qui est ce calcaire jaune qui donne le charme de cette ville, parce que la plupart des vieux bâtiments ont été construits avec cette pierre-là. La cathédrale Saint-Étienne fait face à la place de la Comédie, construite sur une île entre deux bras de la Moselle. Elle abrite un temple protestant construit après l'annexion de la ville par les Allemands. Le bâtiment emblématique édifié à cette époque, c'est la gare, dont la tour s'élève à 40 mètres. Récemment, le quartier allemand et le quartier médiéval ont été proposés pour être classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après Metz, l'avion de Simon se dirige vers les vallées de l'Orne et de la Fensch, le berceau de la sidérurgie en Lorraine. C'est ici que s'est implanté un chapelet d'usine, l'un des moteurs de l'économie française, jusque dans les années 80. Dans la vallée de l'Orne, l'avion commence par survoler une des villes sidérurgiques développées par la famille de Wendel au XIXe siècle. Donc c'est la ville de Jœuf qui est devant nous. Et la frontière entre l'Allemagne et la France, entre 1871 et 1918, passait justement ici. Et les deux Wendel avaient construit des usines du côté français pour relayer celles du côté allemand. Et ils avaient construit leurs deux châteaux patronaux, on les voit très bien sur le pédoncule du Méandre, juste au-dessus de la frontière. Et ils pouvaient comme ça contrôler un petit peu leur possession finalement des deux côtés. Ces châteaux soulignent la réussite de cette puissante dynastie de maîtres de forge qui a dominé l'économie locale pendant plusieurs générations. Jœuf, c'est vraiment le prototype de la ville-usine. On voit même plus le vieux village, il est très très discret. Et on voit ces ensembles de cités ouvrières qui ont accueilli beaucoup d'immigrés, notamment italiens. Et Jœuf, c'est la ville de naissance de Michel Platini, par exemple. Après la vallée de l'Orne, donc on aborde la vallée de la Fensch, qui est la fameuse vallée des anges, chantée par Bernard Lavilliers. Algrange, Knutange, Ayance, Serment-Gertsange. Et à partir de ce secteur-là, eh bien, on aborde le début de la fameuse usine de Florange. Mais cette usine s'étend en fait sur plusieurs communes. Elle commence à Hayange, où il y avait les hauts fourneaux, puis Serment-Gertsange, puis Florange, où il y a toujours les laminoirs qui fonctionnent encore. On voit des torchères, on voit des crassiers. Il y a encore 2000 employés, mais il y avait c'était plus de 4000 avant. Donc les usines de l'époque étaient des usines intégrées, étaient immenses. On voit bien d'ailleurs que c'est relié par divers tubes, divers tuyaux. Tout ce site de Florange, c'est un site industriel ancien qui date de la fin du 19e, mais qui s'est modernisé et puis qui arrive donc à sa situation actuelle. Aujourd'hui, l'usine de Florange est un fer de lance de la transformation d'acier à haute résistance pour l'industrie automobile. Au bout de la vallée de la Fensch, l'avion s'approche de la dernière grande ville du sillon lorrain. Alors nous survolons maintenant Thionville, qui était considérée comme la métropole du fer, bien qu'elle n'ait connu en fait l'implantation que d'une usine sidérurgique. C'était une ville assez militaire, avec pas mal de remparts qui ont été en partie détruits maintenant. Donc c'était la capitale de tout cet espace sidérurgique. Le Luxembourg n'est plus qu'à quelques kilomètres. Les sites industriels s'effacent pour laisser la place à des paysages ruraux et d'anciennes places fortes. Elles témoignent de l'histoire mouvementée de ces territoires à la frontière de 3 pays. Sur notre droite, le village de Rodemack,
où les remparts en fait, du château enserrent également le vieux village, ce qui lui a valu le surnom en fait, de la Carcassonne lorraine. Après Rodemack, le géographe atteint la dernière étape de son vol, au-dessus de la rivière. Ici on arrive au-dessus de Cirque-les-Bains, donc qui est la sortie de la Moselle du territoire français. Et c'est un endroit où 3 frontières se rejoignent. Et à ce point-là, il y a 3 villages. Il y a un village en France qui s'appelle Apache, il y a un village en Allemagne qui s'appelle Perle, et il y a un village au Luxembourg qui s'appelle Schengen. Tout le monde connaît le nom de Schengen, et c'est là qu'en 1985 ont été signés les premiers textes, les premiers accords pour faire cet espace Schengen. C'est très symbolique en fait de passer au-dessus de Schengen quand on termine ce périple le long de la Moselle, parce que ça montre le rattachement en fait de cette région et de ce sillon lorrain à la dynamique européenne, à l'Allemagne, au Luxembourg, vers l'Europe. Nous quittons la région des 3 frontières pour nous diriger maintenant vers le cœur de l'ancien duché de Lorraine. Dans ce territoire historique, plusieurs villes témoignent de l'œuvre d'un souverain bâtisseur, Stanislas Leżinski, le dernier duc de Lorraine. Situé à une trentaine de kilomètres à l'est de Nancy, voici le château de Lunéville. Il a brûlé en 2003. Depuis, il est en restauration. Thierry Frantz fait partie des équipes qui travaillent sur ce projet. Ce qui est surtout absolument spectaculaire, c'est cette perspective des jardins à la française qui se développe donc face à moi, vers l'est, avec ses parterres de broderie, ses bassins réguliers, son décor de statues, et puis cet axe qui se prolonge sur plusieurs kilomètres et qui finit même à l'horizon par la chaîne des Vosges qui se distingue au loin. Ce château de Lunéville s'inscrit pleinement dans la diffusion de l'architecture classique. Donc on a l'idée principale de symétrie avec cet axe structurant fort entre les cours et l'axe central des parterres des jardins à la française. Donc cette grande perspective qui unit finalement l'architecture et la nature, une nature essentielle dans cet esprit du château de Lunéville, mais qui est toujours resté ce qu'il était, une maison de campagne où on profite de la proximité avec la nature. Dans ces jardins, Stanislas a fait construire un décor extravagant au pied du château. Stanislas a une âme d'artiste et il va créer des pavillons absolument uniques, mêlant l'exotisme aux fantaisies mécaniques véritablement inédites, à l'image de ce rocher aux automates qu'on appelait la merveille de Lunéville et qui rassemblait 88 figures mouvantes de grandeur naturelle et qui formait une sorte de village idéal placé directement sous la tutelle de Stanislas Leżinski, prince des Lumières. Le rocher aux automates a été détruit à la fin du XVIIIe siècle, après la mort de Stanislas. Son décor reposait sur des blocs de pierre qui formaient de petites collines traversées par des ruisseaux et des sentiers. Dans ce théâtre animé de 250 mètres de long, on pouvait même entendre les marteaux des forgerons ou encore le son de l'eau sur les rochers. Ce spectacle a assuré la renommée du château de Lunéville dans l'Europe entière. Après Lunéville, Thierry Frantz poursuit son travail sur les traces de Stanislas au château d'Arouet. Ce véritable palais à la campagne appartient à la même famille depuis près de 3 siècles. Au temps de son règne, Stanislas a séjourné dans cette demeure. Un témoignage rare de l'art de vivre des aristocrates éclairés de l'époque. Nous retrouvons le conservateur dans une pièce de l'aile droite du château.
Voilà, ce petit chef-d'œuvre, dans ce grand chef-d'œuvre qu'est le château d'Arouet ici, le boudoir de la première princesse de Craon, celle qui a fait construire avec son époux ce château d'Arouet au début du XVIIIe siècle. Nous sommes ici vraiment dans la pièce de l'intimité où elle recevait sans doute ses enfants, elle en avait eu 20. Une pièce exceptionnelle par son décor qu'on peut dater aujourd'hui de 1733. On est juste avant l'éclosion de l'art rocaille. On est ici dans un décor exceptionnel de chinoiserie et d'arabesque. C'est véritablement l'imagination au pouvoir. On parle à l'époque de rêve de la peinture pour ces arabesques à décors surtout végétaux, peuplés de personnages totalement imaginaires, chinois, turcs, perchés sur les volutes, qui partent à la chasse d'animaux fantastiques. On remarque au plafond, par exemple, une écrevisse volante. C'est vraiment l'endroit idéal pour se reposer, pour laisser son imagination vagabonder dans ces entrelacs et dans ce ciel bleu et toujours serein, dans cette lumière aussi assez exceptionnelle de cette tour ouverte largement sur les douves qui viennent jouer parmi les arabesques du plafond. Dans l'aile gauche du château, la tour abrite une autre pièce remarquable, le cabinet du prince. Un autre endroit exceptionnel ici à Rouet, c'est ce cabinet qui est à l'autre extrémité de l'enfilade des appartements. Et c'est une pièce baignée de lumière. Et on voit ce plafond exceptionnel dans son jus. Il n'a pas été touché depuis sa création pour le prince Marc de Beauvau-Craon. Un décor de treillage. On a l'impression d'être ici dans un pavillon de jardin avec des pampres de vigne qui montent à l'assaut donc, du treillage. Et c'est aussi un lieu qui est important pour lui parce que c'est un lieu où il peut profiter justement de cette proximité avec la nature. On le voit avec ces grandes fenêtres largement ouvertes ici sur les douves. Alors, des jardins qui avaient été plantés en même temps que le château a été construit. On remarque vraiment l'intérêt d'être au plus près du paysage, avec une idée évidemment très idéalisée de la vie à la campagne. Stanislas était proche de la famille de Beauvau-Craon. Il appréciait lui aussi ce décor exotique. On trouvait l'équivalence dans les châteaux de Stanislas, à Lunéville, à Commercy. Malheureusement, dans ces châteaux, tout a disparu. Et il faut vraiment venir ici, à Arouet, pour retrouver l'atmosphère exotique, charmante, raffinée qui pouvait régner dans les demeures de Stanislas Lesinski. Le chef-d'œuvre de Stanislas se trouve à Nancy. Au cœur de la ville, voici la place qui porte aujourd'hui son nom. Ce joyau est considéré comme l'une des plus belles places d'Europe. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. En face de la statue de Stanislas, l'hôtel de ville est l'un des plus somptueux édifices de Nancy. Depuis le toit de ce bâtiment, se dévoile une vue imprenable sur la place. On est ici donc devant un panorama exceptionnel qui nous permet de voir toute l'originalité de la place Stanislas, place royale au XVIIIe siècle. Alors, on voit d'ailleurs qu'elle s'organise en 5 grands corps de bâtiments principaux, l'hôtel de ville où nous nous trouvons, puis 4 pavillons qui abritait notamment le collège de médecine, une salle de théâtre et l'hôtel des Fermes également, et puis des appartements donc, de particuliers. Nous voyons devant nous, donc du côté nord, ce qu'on appelle les basses faces. C'est ce qui fait finalement toute l'originalité de la place, qui n'est pas fermée, mais qui est ouverte sur l'autre place, la place de la Carrière, grâce à ces pavillons beaucoup plus bas qui se limitent au rez-de-chaussée et qui séparaient donc la place royale de la place de la Carrière qu'on voit à l'horizon. De chaque côté des basses faces, 2 gigantesques fontaines représentent des divinités antiques. Leurs grilles sont recouvertes de feuilles d'or. Ces ensembles monumentaux, qui s'inspirent du château de Versailles, exaltent le règne du roi de France de l'époque, Louis XV. Cette place n'est pas dédiée au duc de Lorraine, Stanislas Lesinski, mais au contraire au roi de France, son gendre, Louis XV, grâce à qui en fait il est devenu duc de Lorraine. C'est véritablement un hommage du beau-père au gendre, et donc tout le décor de la place va être un hommage rendu à la monarchie française. On le voit très bien sur les 2 fontaines, sur les arcs de triomphe somptueux en ferronnerie dorée. Ce sont les armes de France qui se détachent, et non pas celles du duc de Lorraine. Nous retrouvons Thierry Frantz dans le hall d'entrée de l'hôtel de ville.
On est véritablement dans une pièce magistrale de l'hôtel de ville de Nancy. Nous arrivons ici donc au pied de cet escalier d'honneur. Alors un tour de force, c'est véritablement le grand spectacle. Et là, c'est Stanislas qui est le chef d'orchestre. Là, on a une création spectaculaire de cet escalier à volet central qui se poursuit ensuite par des courbes continues. Alors là, c'est un tour de force technique de la taille de la pierre qui est typiquement français. Cet escalier à double courbure est le chef-d'œuvre de Jean Lamour, un ferronnier nancéen. Autre merveille, le décor en trompe-l'œil créé pour magnifier l'escalier. Il a été réalisé par André Joly et Jean Girardet, deux des plus grands peintres lorrains du XVIIIe siècle. Au premier étage, l'escalier débouche sur une gigantesque pièce de réception dont les fenêtres dominent la place Stanislas, le salon de l'Académie. Alors ici, tout le décor est un manifeste politique en faveur de Stanislas lui-même. Ce salon donne une bonne idée finalement de ce que pouvaient être les intérieurs très riches, mais aujourd'hui disparus, des grands châteaux de Stanislas en Lorraine. Les peintures de ce salon sont elles aussi de Jean Girardet. Alors ici, le langage politique est essentiel. On va rendre hommage vraiment aux actions de Stanislas en Lorraine, en faveur, par exemple, ici du commerce, avec le dieu Mercure, mais aussi en faveur de la médecine, de la protection des arts. Et tout triomphe au plafond, avec cette grande fresque, donc à l'italienne, là encore, ce médaillon ovale qui est une percée vers un ciel imaginaire, un autre monde, puisqu'on voit notre Stanislas, qui est pourtant un personnage assez pesant, qui vole dans les nuées sur un char de triomphe à l'antique, à la romaine, qui, dans son cours, répand ses bienfaits sur la Lorraine. Et puis, en dessous, dans des nuées sombres, rejeté au loin, le temps, l'allégorie du temps qui menace d'oubli les hauts faits de Stanislas. Sa renommée, Nancy la doit aussi à un style artistique qui a vu le jour à l'aube du XXe siècle, l'Art Nouveau. Ici, ce courant prend le nom d'École de Nancy. Depuis plusieurs années, l'historien Hervé Doucet se passionne pour ce mouvement. Ce matin, il se rend à l'Excelsior, un des fleurons de l'Art Nouveau. Quand on entre dans ce restaurant, ce qui frappe tout de suite, c'est cette notion d'œuvre d'art totale. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble décoratif qui a sa cohérence et qui s'organise autour du motif végétal, notamment la fougère que l'on voit ici très présente. Elle court tout au long de cette gigantesque voûte qui couvre donc la salle de restaurant. Ce végétal, il est absolument partout présent. On le retrouve également sur les montures des lustres. Et puis, on le retrouve à nouveau sur les vitraux, sur l'ensemble des fenêtres qui viennent fermer cette salle. Dans les années 70, ce chef-d'œuvre a failli disparaître lors du réaménagement du quartier de la Gare. Aujourd'hui, c'est un monument classé. Ce bâtiment est tout à fait emblématique de la vie sociale, culturelle nancéenne et est toujours resté un lieu très, très important. Aujourd'hui, c'est encore une brasserie qui est très fréquentée. C'est l'un de ces rares lieux Art Nouveau qui a conservé pratiquement l'intégralité de son décor. Et c'est la raison pour laquelle les Nancéens en sont particulièrement fiers et qu'ils tiennent à ce que le bâtiment reste comme il est. C'est en puisant leur inspiration dans la nature que les artistes de l'Art Nouveau ont réinventé les décors de la vie quotidienne. À quelques rues de la brasserie, Hervé se dirige vers un autre édifice incontournable. Alors on se retrouve ici devant un bâtiment très important pour le Nancy du début du XXe siècle, puisque nous avons affaire ici à la Chambre de commerce et d'industrie, qui a été un bâtiment construit en 1908 pour montrer la puissance industrielle et commerciale de Nancy au début du XXe siècle.
Les éléments véritablement Art Nouveau, on les retrouve dans le décor sculpté, notamment dans les parties hautes, avec ces lucarnes qui sont très ornementées, avec des motifs végétaux très, très abondants. Et également dans la ferronnerie de cette très belle porte principale. Et on voit qu'il y a une alliance finalement entre le décor de la ferronnerie et celle de la pierre sculptée. Les industriels qui font construire ce bâtiment soutiennent les artistes de l'école de Nancy en leur passant des commandes prestigieuses. Pour les vitraux, ils font appel à Jacques Gruber, un célèbre maître verrier. Ici sont représentées essentiellement donc les industries spécifiques de la Lorraine, ces industries qui permettent à la Lorraine d'être particulièrement riche en ce début de XXe siècle. Pour ses créations, Jacques Gruber a utilisé des techniques révolutionnaires. Jacques Gruber a véritablement fonctionné ici comme un peintre pour donner des vitraux qui sont incroyablement réalistes. Pour obtenir ce réalisme, l'artiste a donné du relief au vitrail en utilisant des verres de nature différente. Tantôt lisses ou rugueux, opaques ou translucides, c'est leur juxtaposition ou leur superposition qui donne cet aspect de tableau si particulier. Pour mieux accentuer les effets de clair-obscur, Jacques Gruber a aussi mélangé plusieurs procédés de gravure. Hervé se rend maintenant dans une banque du centre-ville qui a conservé le chef-d'œuvre de Gruber. Cette superbe verrière de 250 mètres carrés, c'est l'une des plus grandes d'Europe. Pour mieux en apprécier les détails, Hervé nous ouvre les portes d'un lieu insolite. Alors on est complètement dans l'envers du décor ici, à un endroit que le public ne peut absolument pas soupçonner, ni même les clients de la banque. Derrière les façades en pierre appareillée se cache effectivement cette structure métallique qui a été réalisée par l'architecte Fernand César, qui était spécialiste de ce type de structure. Et c'est à cette charpente métallique qu'est suspendue l'intégralité de la verrière que l'on découvre lorsqu'on pénètre dans la banque. On voit le vitrail à l'envers et on remarque bien cette manière qu'a Jacques Gruber de concevoir ses vitraux avec les plombs qui suivent véritablement la tige de toutes ces fleurs et qui contribuent donc par ce cerne noir à les rendre tout à fait visibles et dynamiques. Et donc là, effectivement, on est au plus près de la verrière, même si c'est une vision qu'on n'est pas censé avoir. On saisit des choses et des détails tout à fait incroyables, que ce soit pour la couleur, pour les différentes tiges également de ces clématites, qui semblent s'enrouler autour d'une structure très organique en bois. On a l'impression de voir des branchages qui viennent soutenir le plafond vitré. Aujourd'hui, Jacques Gruber est considéré comme un des artistes majeurs de l'Art Nouveau. On lui doit la célèbre coupole des Galeries Lafayette à Paris. Hervé Doucet nous emmène maintenant dans l'ancienne propriété d'Eugène Corbin, un des plus importants mécènes de l'école de Nancy. Dans les jardins se trouve un édifice surprenant. Une construction qui s'inspire des folies du XVIIIe siècle. Alors nous avons affaire certainement au bâtiment le plus étonnant qui a été construit à Nancy pendant la période Art Nouveau. Il s'agit d'un aquarium construit vers 1904. C'est donc un aquarium avec les bassins qui sont ici tout autour et qui donnent directement sur les fenêtres extérieures. Il faut donc imaginer ces bassins qui à l'origine étaient en eau avec les poissons qui passaient et qu'on pouvait regarder de l'extérieur.
Ce qui est également tout à fait étonnant, c'est de voir que les vitraux des parties supérieures évoquent là encore le monde aquatique. Le décor est en rapport avec la nature de l'édifice, avec sa fonction. Il y a donc une cohérence globale. On peut deviner des nénuphars, des grenouilles. Ici, sur la porte, on devine également des poissons exotiques qui sont représentés. C'est donc un lieu qui est entièrement consacré au plaisir. L'escalier donne accès à un belvédère qui permet d'avoir une vue privilégiée sur les jardins de cette villa Corbin. Eugène Corbin était un grand collectionneur de ces artistes de l'école de Nancy. Et bien pour lui aussi, la nature avait de l'importance. Donc on a ici un édifice qui est en quelque sorte la synthèse de tout cet intérêt porté à la nature à cette époque. Aujourd'hui, la Villa Corbin abrite le musée de l'école de Nancy. Elle a conservé le mobilier d'origine et rassemble une importante collection d'objets des plus grands artistes de l'Art Nouveau. Au rez-de-chaussée, les lignes de ce bureau créé par Eugène Vallin évoquent les racines d'une plante. Dans une chambre, une vitrine réalisée par Louis Majorel. Dans une autre pièce, ce lit d'Émile Gallet, baptisé Aube et crépuscule, et décoré d'un papillon. Dans le même quartier, une maison typiquement Art Nouveau. La Villa Majorel. Elle a été édifiée de 1899 à 1901. C'est un édifice qui est sans aucun doute l'un des tout premiers édifices véritablement Art Nouveau construits à Nancy. Et il a été réalisé par l'architecte Henri Sauvage, un tout jeune architecte parisien qui n'a encore rien construit lorsque Louis Majorel, le grand ébéniste nancéen, lui commande donc la réalisation de cette maison. Hervé a rendez-vous avec Roselyne Bouvier, une spécialiste de l'Art Nouveau. C'est une maison exceptionnelle. La maison repose essentiellement sur un concept qui est le credo de tous les artistes de l'école de Nancy, l'unité dans l'art. Unité entre architecture et art appliqué, unité du décor. Ainsi, on voit un petit peu partout le thème de la monnaie du pape, qui est le fil conducteur, le lien qu'on retrouve en ferronnerie, qu'on retrouve en pochoir et qu'on redécouvre dans le vitrail. Et donc, on a vraiment ici ce rappel décoratif. On se retrouve vraiment dans une ambiance, une adéquation parfaite. Et ça satisfait l'œil, ça satisfait l'esprit et ça répond à la modernité de l'époque. Au centre du vestibule s'élève un escalier en chêne massif. Sa rampe est sculptée d'une branche de lierre. Roselyne emmène Hervé dans la pièce maîtresse de la villa. La salle à manger au XIXe siècle, c'est le luxe bourgeois. On développe beaucoup cette idée autour du temps salle à manger, au temps du repas et du fumoir, parce qu'on voit dans cette pièce assez étonnante, d'ailleurs, finalement, la séparation de deux espaces par cette cheminée qui est vraiment quelque chose d'étonnant. Alors cette cheminée, elle est effectivement exceptionnelle, elle contribue au décor de la pièce. On a bien ici l'idée que le beau n'est jamais gratuit. On parle à cette époque-là de beau dans l'utile. Et là, ces deux avancées, elles nous invitent véritablement à nous asseoir dessus et à se tenir au plus près du foyer de la cheminée pour évidemment discuter dans des conditions de confort tout à fait optimales. Et d'intimité. Et d'intimité. Je pense que c'est aussi une chose très importante de la villa, c'est la couleur. C'est en fait cette couleur rouge, ce rouge qu'on retrouve partout, ces acajou avec des plaquages de bois exotiques, justement toujours pour être dans cette espèce de... On baigne dans une lumière rouge qu'on retrouve dans les vitraux et on voit ici ces plaquages. Deux éléments aussi très importants, c'est toujours le graphisme. Tout paraît dessiné. On a aussi ici un dessin, ça paraît presque comme le crayon sur le papier, qui montre en fait en évidence, encore une fois, cette idée de mouvement. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'à cette période de l'Art Nouveau, le décor n'est jamais gratuit. Il y a toujours une justification de ce décor. Et ici, effectivement, c'est d'avoir un décor qui évoque le fait de se nourrir, d'être ensemble, rassemblés autour de la table de la salle à manger.
À Nancy, une entreprise perpétue la tradition verrière, héritée de l'Art nouveau. La cristallerie Dôme. Ce matin, les maquettistes apportent les touches finales à une nouvelle création contemporaine. Une pièce dessinée par Emilio Roba. Pour créer cette œuvre, il s'est inspiré de plantes exotiques. Ça a l'air de bien se passer, on n'est plus loin du bout. Oui, là, ça vient bon. Benoît Krantz supervise les étapes de la fabrication. On prendra peut-être quelques photos pour envoyer l'artiste pour valider déjà ça. Ouais, le mouvement est là, tout ce qu'il souhaitait, le côté très nerveux des feuilles et un assemblage. On a déjà une belle dimension, donc c'est pas mal. C'est une belle pièce. Ouais. On est au stade du modelage, c'est-à-dire qu'à partir des planches, on procède au travail de mise en volume à partir d'argile, de terre. Donc il va modeler la pièce, créer le modèle original. Pour ce type d'objet qui est assez grand, la terre reste vraiment le média idéal. On est dans le domaine floral qui est celui de Dôme, le domaine végétal, le domaine naturaliste, qui est le fondement en fait de l'histoire de Dôme, puisqu'on s'est fait connaître au début du XXe siècle, justement à la période de l'Art nouveau. Même si la société remonte à 1878, c'est au début du XXe siècle que Dôme s'est vraiment fait connaître à travers le monde. Comme à l'époque, à partir du modèle en terre, on réalise un moule en négatif de la sculpture qu'on remplit d'une cire chaude liquide. Ce procédé original de moulage est indispensable pour faire ressortir les moindres détails de la pièce jusqu'à la perfection. Puis elle est noyée dans du plâtre pour obtenir le moule final, celui qui va servir à la fabrication de l'objet en pâte de verre. Aujourd'hui, Dôme est un des rares à maîtriser ce cristal d'exception selon des dosages et des formules tenues secrètes. La matière première, ce sont ces galets. C'est le trésor de notre maison, puisqu'on a toute notre gamme et toute la richesse chromatique avec un bleu de cuivre, par exemple, qui est micro-fissuré, si on veut. Là, on arrive à une couleur un peu particulière, celle qu'on a mis énormément de temps à développer. C'est du rouge. Alors, curieusement, vous voyez que cette galette-là n'a pas l'air rouge du tout, mais ce n'est que lors de la cuisson de mise en forme que ce rouge à l'or, puisqu'il contient des particules d'or, que la couleur rouge va apparaître. Toute notre science est dans l'association de ces 40 différentes couleurs, en fait, pour obtenir des pièces au plus proche du souhait des créateurs avec lesquels nous travaillons et de notre direction artistique qui donne la ligne générale d'une collection. Pour sa sculpture, l'artiste a choisi des couleurs très précises. Donc cette association des trois verts, plus de la couleur ambre médiane, qui va donner ce qu'on va voir plus tard. Quand on aura une pièce qui sera sortie de four. Une fois enfournés, les galets vont fondre et remplir peu à peu le moule. Une opération qui va durer 15 jours. On a ces trois verres et cet ambre, ils vont se disposer de façon assez aléatoire. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir deux pièces identiques, elles seront toutes uniques. Quand la pièce est refroidie, le plâtre est soigneusement découpé. Une étape toujours délicate. C'est le moment où il y a le plus de suspense, en fait, puisque chaque pièce est susceptible d'avoir cassé pendant le cycle de cuisson. Donc, et à ce moment-là, il faut être extrêmement précautionneux. C'est particulièrement excitant quand on démoule une pièce pour la première fois. Une fois les derniers morceaux de plâtre enlevés, Benoît vérifie le résultat dans les moindres détails. Parfait, la répartition des couleurs est sympathique.
On voit qu'on a bien la présence des coulées d'ambre et de toutes les nervures des différents verts. Le vert plus bleuté, le vert un peu pomme, acidulé, et le vert un peu fluo. Donc voilà. Polissage, lustrage, nettoyage à l'eau douce. Une dizaine d'opérations se succèdent pour obtenir un objet aussi proche de la perfection que possible.